Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette conférence l'ABC d'une organisation inclusive présentée par Cogeco. Mon nom est Roxane Classen, directrice expérience client au réseau Mentorat et je serai votre animatrice ce midi. Et puis, sans plus tarder, je vous présente nos invités d'aujourd'hui. Donc, on a deux invités et même des invités surprises que vous verrez un peu plus tard. Donc, Sophie Brière est professeure titulaire au département de management de la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval et directrice de l'Institut EDI2 de l'Université Laval. Elle a participé à la création de la maîtrise sur mesure en équité, diversité, inclusion de l'Université Laval, au sein de laquelle elle a créé et donne le cours Méthode d'intervention et projets en édit. Dans le cadre de sa carrière, Sophie s'est penchée sur divers enjeux et discriminations touchant les groupes historiquement marginalisés et sous-représentés dans les milieux de travail. Ces projets de recherche sont financés par plusieurs organismes reconnus tels que le Fonds de recherche Société et culture du Québec et le Centre de recherche en sciences humaines du Canada. Elle dirige actuellement plusieurs projets, dont un sur les biais inconscients et les comportements inclusifs en organisation. Bienvenue, Sophie. Et nous sommes accompagnés aussi d'Elisabeth Alves. Elisabeth est vice-présidente stratégie d'entreprise et développement durable chez Cogeco et ce, depuis juin 2019. Elle a rejoint Cogeco en 2008 à titre de directrice principale de l'audit interne et a occupé successivement plusieurs postes. Elle est une cadre chevronnée avec plus de 25 ans d'expérience combinée et une expertise éprouvée dans les domaines de l'audit, de la gestion des risques, des programmes de contrôle et de gouvernance, des programmes antifraude et d'éthique, ainsi que de la planification stratégique et de l'ESG durabilité. Elle croit fermement en l'importance de solides pratiques d'équité, de diversité et d'inclusion et a participé activement à la co-direction du réseau des femmes de Cogeco pendant 4 ans. Sous sa direction, un programme de mentorat très réussi a été mis en œuvre chez Cogeco par le RFC. Bienvenue à vous deux. Donc, on a deux expertes avec nous aujourd'hui. On est super contents. Donc, j'aimerais vous demander premièrement comment ça va ce midi? Ça va très bien, Roxane. Merci au Réseau Mentorat de m'avoir invité. C'est un immense plaisir pour moi d'être ici et de pouvoir vous parler des pratiques de Cogeco en la matière. Merci beaucoup, Elisabeth. Donc, Sophie, je pense qu'il y a un petit... voilà, on y arrive. Oui, bonjour. Oui. Oui, ça va bien. Bien, ça va super bien. contente aussi d'être là. Même si on va couvrir un sujet important en peu de temps, mais ça va me faire plaisir de parler de l'organisation inclusive avec vous. Merci d'être là avec nous ce midi. Et puis, en fait, j'aimerais peut-être vous poser une question pour commencer sur le sujet. Donc, depuis quelques mois, tout le monde, je parle, pense en fait et parle d'équité, de diversité, d'inclusion. On voit plein de conférences justement sur le sujet, plein de lectures, plein d'actions qui sont planifiées dans les organisations. Mais est-ce que vous croyez en fait que les gens savent vraiment c'est quoi une organisation inclusive ou il y a encore un peu d'éducation à faire? Si je peux me permettre, je pense qu'on ne sait pas, personne ne sait véritablement l'ensemble de ce que c'est une organisation inclusive. Même nous, les chercheurs, on lit là-dessus. C'est un sujet très récent, puis il faut prendre un peu là, des contenus de plusieurs disciplines là, pour arriver à avoir une bonne idée. On commence, je dirais, avec nos recherches, à pouvoir vous présenter des choses. Fait que je pense que les gens ont une idée, ont des morceaux. Hein? Moi, je vois ça un peu comme un casse-tête. Oui. On a quelques morceaux du casse-tête, puis nous, notre rôle, c'est un peu d'essayer de vous mettre ça, que ça ressemble à une image cohérente pour vous dans vos organisations. Donc, alors, ce que j'ajouterais par rapport à ça, c'est qu'on sait peut-être ce que c'est en partie. Oui. Le défi, c'est de comment le faire. Puis, on n'aura pas le temps d'entrer beaucoup là-dedans aujourd'hui, mais on est beaucoup là-dedans aussi là, en termes de démarche là, pour aller vers l'organisation inclusive. Absolument. Et je pense qu'Elisabeth, justement, chez Cogeco, vous faites beaucoup de choses depuis plusieurs années, même ça fait partie de votre ADN, donc tu vas pouvoir en parler un petit peu plus tard également. Tout à fait, tout à fait. Peut-être pour ajouter au point de Sophie, je crois que ça revient vraiment à chaque organisation un peu de définir pour eux qu'est-ce que ça veut dire l'inclusion. Pour moi, c'est comme l'étape de base et je pense qu'une organisation, c'est composé d'individus et chaque individu a aussi sa propre définition de c'est quoi l'inclusion pour eux. Donc, de là, l'importance de faire de la formation et de la sensibilisation. Mais comme dit Sophie, je pense que tout le monde connaît un peu les morceaux du casse-tête, puis après, c'est de mettre tout ça ensemble.
C'est un excellent point, effectivement, que tout le monde puisse bâtir sa propre définition là, en fonction de son contexte. Avant de poursuivre notre discussion, j'aimerais aussi mentionner aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent ce midi que l'atelier est enregistré. Il sera évidemment disponible sur notre site web et notre chaîne YouTube. Vous pouvez recevoir toutes les informations après la conférence. Vous êtes avec nous, comme vous voyez, en mode réunion, donc je vous invite vraiment à ouvrir vos caméras. C'est plus interactif pour nous avec les conférencières aussi. Et puis, si jamais vous ne voyez pas bien, en fait, les gens à l'écran qui parlent, n'hésitez pas aussi à utiliser votre mode View, affichage en haut à droite, puis le modifier en mode conférencier. Donc, ça vous permettra de nous voir comme il faut. Et peut-être le dernier petit point avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est qu'à la fin de la conférence, on gardera un 15 minutes pour vos questions. Donc, Sophie et Elisabeth se feront un plaisir de vous répondre. Alors, n'hésitez pas tout au long de la conférence à utiliser le chat, le clavardage en bas de l'écran pour pouvoir commenter et nous envoyer vos questions. Donc, on est sur le point de commencer, puis pour rendre ça un peu interactif avec notre groupe de gens ce midi, on va lancer un petit sondage. Donc, ma collègue Emmanuelle va lancer ça dans quelques instants. Vous allez voir apparaître une fenêtre à votre écran, puis on vous demande de voter donc à la question, dans la dernière année, avez-vous implanté des actions en équité, diversité et inclusion? Donc, oui, mais nous pourrions faire plus. Non, parce qu'on ne sait pas du tout par où commencer. Ou oui, on a déjà un plan d'action structuré, même des cibles à atteindre. Donc, on vous laisse voter pendant quelques secondes. Puis, je vais être curieuse de voir un petit peu les commentaires de Sophie par rapport aux réponses qui entrent. Donc, ne vous gênez pas. On a 45 participants, puis on a 6 personnes qui ont répondu. Donc, allez-y. Si vous n'avez pas encore voté, allez-y. Il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, cela dit. C'est vraiment pour prendre un petit peu le pouls des gens là, ce midi. Ah, le sondage est disparu de l'écran qu'on me dit. Donc, si vous ne la voyez plus, vous pouvez tout simplement utiliser le clavardage pour nous signifier où vous en êtes peut-être dans vos actions en équité, diversité, inclusion. Avez-vous entamé ou non? Dans les réponses qui étaient entrées jusqu'à présent, plusieurs avaient dit oui, on a entamé, mais on pourrait faire plus. Puis certaines personnes nous ont dit non, ce n'est pas du tout par où commencer. Donc, je pense qu'on a vraiment le public cible ce midi qui est là pour les bonnes raisons, puis on va pouvoir les aider. Sophie, qu'est-ce que tu penses de ça? Ben oui, moi, je vois juste 6 personnes, effectivement. Là, je n'ai pas accès au clavardage, mais c'est intéressant que 80 4 personnes, en fait, là, c'est pas un gros qui souhaitent en faire plus. Je pense qu'effectivement, puis on est tous et toutes dans cette démarche-là de se dire on amorce des choses, puis on peut pas faire ça de façon parfaite là, en si peu de temps. Je suis un peu surprise que personne n'a un plan d'action parce qu'en général, on se fait un plan d'action avant de faire des choses. Je pense on va le voir avec Cogeco, mais ce n'est pas obligatoire non plus, mais on le sait que c'est des démarches qui sont de plus en plus importantes d'essayer au préalable de faire des choses en EDI, de faire un peu un portrait de la situation, puis d'identifier ce qu'on veut faire, puis faire participer les gens de notre organisation aussi pour essayer d'identifier les enjeux, puis cibler ce qui est prioritaire versus ce qui l'est moins. Donc, c'est une démarche intéressante de faire ce plan-là, cette démarche-là pour avoir une idée un petit peu plus peut-être précise de ce qu'on souhaite faire. Là. Et puis, des fois, on découvre aussi qu'on a déjà des choses de fait. C'est intéressant parce qu'on peut les inclure dans notre plan. Faut pas, tout le monde en fait de l'EDI. Ce n'est pas parce qu'on appelle ça EDI présentement qu'on n'a pas fait de démarche de diversité, d'égalité et d'équité dans nos organisations. Là. À peu près tout le monde a amorcé ces choses-là dans nos milieux de travail. Ce sont d'excellents points. Puis justement, pour cette première partie de conférence, Sophie, tu vas pouvoir nous expliquer les concepts de base en équité, diversité, inclusion, puis nous aider justement à comprendre c'est quoi une organisation inclusive. Puis même, tu vas aller un petit peu plus loin, tu vas parler de relève, etc. Donc, je te cède la parole pour ta présentation. Parfait, merci. Donc, je vais fermer ça. Je vais partager mon écran. J'ai préparé, je n'ai pas un PowerPoint de 20 diapos, là, je vous rassure. J'ai 4-5 diapos. Donc, effectivement, j'ai 20 minutes, hein, puis on l'a précisé tout à l'heure, on a une maîtrise complète sur le DI. J'ai une étudiante, Martine, qui est là et d'autres peut-être aussi. Je donne un cours de 45 heures là-dessus en co-animation avec mes étudiantes et mes étudiants. Donc, on essaie de faire ça en 20 minutes. Là, je suis consciente que ça va vite, puis on va couper les coins ronds, comme on dit. Mais bon, je pense que ça peut être quand même
même intéressant de faire une introduction. Donc, effectivement, ce qu'on m'a demandé de faire avec vous, c'est rapidement introduire les concepts EDI. Ça aussi, on a un cours là-dessus complet, mais on peut peut-être reprendre juste certaines notions encore là, juste mettre ça ensemble, qu'est-ce qui est peut-être plus important et tout ça. Ensuite, j'ai un schéma sur qu'est-ce que peut être une organisation inclusive. Des applications pratiques, là, je vais vous montrer un petit peu seulement rapidement d'où originent nos travaux, mais je sais que Cogeco a des beaux exemples à vous présenter. Puis, on va terminer avec la formation parce que nous, on croit beaucoup à l'Institut qu'on veut partager la bonne nouvelle. Là. On n'est pas dans des... Mais on n'a pas des missionnaires, mais on veut partager, on veut que le plus de gens possible, puis c'est pour ça que je participe aujourd'hui, connaissent les concepts, puis souhaitent faire des choses, puis deviennent des alliés au changement en EDI. Donc, on a toutes sortes de formations. Alors, je vais introduire ça rapidement. Puis, j'ai Martine et Bibiana Pulido, là, qui est directrice à l'Institut aussi, qui va dire quelques mots parce que c'est sur le mentorat aussi. Hein, c'est Réseau Mentorat. Donc, nous aussi, on contribue au mentorat. On a démarré un petit programme de mentorat pour nos étudiants et étudiantes. Donc, elles vont vous en dire quelques mots. Donc, je suis vraiment contente qu'elles soient là. Nous, on travaille beaucoup en équipe. Donc, encore aujourd'hui, on est en équipe parce que l'EDI, si j'ai une chose peut-être à partager avec vous, c'est que ça se fait en équipe. On ne peut pas faire ça tout seul. Moi, je dis toujours, on ne peut pas partir tout seul avec le ballon. Vous pouvez l'essayer, mais c'est tentant des fois parce que c'est une thématique à la mode, c'est une thématique qui accroche, hein, puis on en sait un peu plus, puis on a le goût des fois mais ça se fait en équipe. Puis même les conseillères en EDI dans les organisations trouvent ça assez difficile présentement de se faire confier des fois beaucoup de responsabilités. Donc, c'est un message que je souhaite partager avec vous aujourd'hui, c'est ça. Entourez-vous parce que c'est multidisciplinaire, puis on a besoin des gens de toute l'organisation avec les différentes perspectives. Là. Moi, je pense que c'est le facteur clé actuellement dans nos milieux, puis particulièrement, je peux parler pour notre milieu universitaire, là, ça l'est. Donc, j'ai essayé de... Là, je vais essayer de bouger un petit peu pour les gens parce que je ne sais pas si je le mets en haut pour que vous voyez, mais je vais bouger mon écran, mon petit écran Zoom. Donc, j'ai essayé de faire l'équité, diversité, l'inclusion, intersectionnalité en 7 images là, parce que j'aurais pu vous mettre défiler des définitions. Vous connaissez certainement certaines de ces images-là qui circulent beaucoup, mais c'est encore les plus parlantes. Il y a 2 semaines, on faisait une formation avec Bibiana sur les biens conscients et les comportements inclusifs. Puis, il y a des gens à la fin qui ont dit hey, « Moi, là, je pars avec ça dans mon organisation. » Puis, je pense que les gens vont comprendre certains concepts qu'on n'avait peut-être pas compris avant. Donc, je trouvais ça intéressant juste de reprendre ça avec le temps qu'on a aussi. Donc, peut-être le premier que je vous présenterai rapidement, c'est l'égalité. Souvent, les gens nous disent, c'est quoi la différence entre l'égalité, l'équité et l'inclusion? C'est un petit schéma qui circule beaucoup ici en haut, là, les trois personnes dans le stade. Donc, il y a toutes sortes de variantes, là, mais ce que ça montre bien, c'est la différence entre l'égalité et l'équité. Où l'égalité, on voit que tout le monde a les mêmes... a les mêmes outils, hein, mais qu'il y en a qui ne partent pas tous avec les mêmes, les mêmes je dirais, caractéristiques personnelles et tout ça, et contextuelles. Donc, il y a des gens qui n'ont pas accès. Donc, ils n'ont pas accès, si on transpose ça dans nos organisations, hein, ils n'ont pas accès aux postes, ils n'ont pas accès à des projets parce que on pense on entend souvent ça, hein? Ah, tout le monde a les mêmes outils. Moi, je demande les mêmes choses, les mêmes règles pour tout le monde. Mais il faut penser quand on fait de l'EDI que les gens ne sont pas tous dans les mêmes contextes. Donc, même si on dit, bien, mon affichage, je la fais comme ça pour tout le monde, des fois, il faut travailler pour essayer justement d'adapter aux différents groupes historiquement marginalisés. Donc, l'équité, on va essayer justement d'adapter nos outils en fonction des personnes et leur contexte. Puis l'inclusion, bien, c'est vraiment, on essaie d'éliminer les barrières. Donc, c'est pour ça qu'on enlève la clôture. Donc, l'inclusion, c'est vraiment comment je transforme mon environnement. Puis c'est pour ça que ça concerne tout le monde. Moi, c'est pour ça que j'aime bien travailler en inclusion présentement. Les recherches, c'est ce que ça nous dit aussi, c'est que ça concerne à la fois les individus hein, qui vont vivre leur expérience d'inclusion, qu'on l'espère, ou d'exclusion. Ça concerne les collègues de travail qui vont être en interaction avec les personnes. Ça concerne les gestionnaires aussi, parce que les gestionnaires, ce sont ces personnes-là qui mettent en place des pratiques organisationnelles, qui doivent les transformer. Et ça concerne aussi l'ensemble de la société qui doit véhiculer, on le sait, là, des valeurs d'équité, de diversité et d'inclusion. Puis
Ça, on le sait que ça se discute actuellement. C'est dans le débat public, c'est dans l'actualité. Donc, ça prend un peu tous ces éléments-là pour parler d'inclusion. Donc, c'est pour ça que chaque personne dans l'organisation est concernée par l'inclusion, que ce soit par les comportements inclusifs qu'on peut adopter, par notre réflexion qu'on peut faire sur nos biens conscients. Et après ça, bien, comment on peut institutionnaliser ça dans notre organisation? C'est pour ça qu'on parle d'organisation inclusive, parce qu'on va travailler aussi sur les pratiques. Donc, ce n'est pas juste de dire, ben, je suis bienveillante dans mon organisation ou j'ai des pratiques qui sont correctes. Non, c'est est-ce qu'elles permettent, ces pratiques-là, de faire participer des groupes historiquement marginalisés et de réduire les inégalités. Donc, ce schéma-là nous montre ça. Et je dirais le schéma en bas également, donc sur les petits ronds avec les petits points. Donc, de voir que l'exclusion, tout le monde dans le fond, il y a le groupe dominant est au centre et les autres sont carrément exclus. La ségrégation, c'est qu'on offre comme deux groupes. Et l'intégration, c'est qu'on essaye de faire fitter les gens des groupes historiquement marginalisés dans nos environnements, mais sans nous se transformer. Et c'est là que je reviens en disant que la véritable inclusion, en tout cas ce qui est documenté dans la littérature, c'est que c'est le dernier cercle où c'est pas juste les gens, parce qu'on entend souvent ça, ben, c'est aux femmes à s'adapter. Oui, mais c'est aux personnes immigrantes à s'adapter à notre culture et tout ça. On parle de mentorat, ben, on va leur montrer c'est quoi nos façons de faire. Ce n'est pas l'approche, en tout cas, qui est privilégiée ici, c'est de dire non, comment on doit adapter notre environnement pour faire de la place à ces gens-là, qui a été modelé historiquement, il faut le dire, sur un groupe homogène, masculin ou féminin. Alors, c'est les contextes qui sont comme ça. Et c'est ça qui nous amène à revoir certaines notions, et notamment la notion de privilège aussi, où on voit dans l'autre schéma, on pense que je mérite ce que j'ai, oui, mais c'est parce que chaque personne n'a pas les mêmes contextes, on ne part pas avec les mêmes compétences, les mêmes, des fois, réseaux, alors les mêmes connaissances et tout ça. Donc, il faut toujours regarder d'où on se situe, puis d'où les personnes se situent aussi. Et c'est pour ça qu'il faut faire des adaptations. Et quand on parle, je m'en vais à l'image en haut de diversité. Donc, je trouvais que l'image, j'ai présenté ça à un moment donné à ma faculté, puis il y a des gestionnaires qui me parlent encore toujours du petit poisson dans le bocal. Ça les a frappés parce qu'ils me disent, ici, c'est écrit, là, chacun sera traité avec équité, vous ferez tous le même test, vous allez monter dans l'arbre. Donc, quand on dit, ben oui, mes règles sont équitables, sont égalitaires, mais pensez aux gens que vous avez en avant, là. Le petit poisson, là, il n'ira jamais monter dans l'arbre. Donc, alors, les gens me disent, j'essaie, avec cette image-là, j'essaie de me dire, bien, il faut que, j'ai une diversité de personnes devant moi, que ce soit une diversité des personnes racisées, que ce soit une diversité sexuelle et de genre, que ce soit une diversité au niveau de nos capacités. On parle beaucoup de personnes en situation de handicap. Donc, essayer de décoder, de voir cette diversité-là devant nous. Et puis maintenant, c'est là qu'on doit revoir nos règles. L'intersectionnalité, j'en dis un mot, là, je suis consciente que je vais rapidement. C'est notre cercle en haut. L'intersectionnalité, il y a beaucoup d'images qui représentent ça aussi, mais concept très intéressant qui nous montre comment on peut être au carrefour de plusieurs systèmes d'oppression ou de discrimination. Donc, il ne faut pas voir une personne, et c'est ça aussi, l'inclusion qui est intéressant, c'est que chaque expérience, chaque personne est unique. Donc, tu sais, souvent, quand on dit on sait bien, les femmes sont comme ça, on sait bien, les personnes immigrantes sont comme ça, on sait bien, c'est que chaque personne est un homme, une femme, une personne non-binaire, une personne racisée ou pas, avec un handicap ou une personne d'une population autochtone. Donc, on peut avoir plusieurs identités en nous, on peut être au carrefour de plusieurs identités et systèmes d'oppression, comme je le mentionnais. Donc, c'est pour ça que chaque personne est unique. Classer des gens par groupe, on peut historiquement expliquer des tendances par les groupes, mais on essaie un peu de se défaire de cette chose-là en se disant, bien, on travaille. Puis, je ne suis pas en train de vous dire que c'est facile, là. Je ne suis pas en train de vous dire, je ne veux pas complexifier ça, mais quand on a ce réflexe-là, on peut prendre les choses, je pense, de façon plus, en tout cas, on peut favoriser l'expérience individuelle des personnes. Puis en parlant d'expérience individuelle, on a mis deux images. Donc, encore aujourd'hui, il y a une nouvelle qui est sortie que la famille de Joyce Echaquan va poursuivre. Donc, c'est une expérience absolument dramatique dont on parle, mais il y en a plein. Donc, l'expérience
individuelle est très importante. Donc, l'unicité, comment chaque personne va vivre son inclusion dans son milieu de travail. Puis, on essaie de faire en sorte que cette expérience-là soit la plus intéressante possible pour les personnes. Donc, peu importe notre groupe d'appartenance ou nos groupes. Finalement, je voulais dire un mot je vais revenir un petit peu sur les biens conscients tout à l'heure, mais sur le leadership inclusif. Donc, on a besoin d'allier au changement. C'est pour ça, nous, on est en train d'offrir, là, j'en dire un mot tout à l'heure, un parcours de formation en organisation. Puis moi, la plus belle chose que les gens me disent là-dedans, c'est on a compris qu'on pouvait changer à notre niveau. Parce que, tu sais, là, la discrimination systémique, puis l'organisation inclusive, puis la complexité, tu sais, on ne sait pas trop quoi faire là-dedans, mais là, on a compris qu'on peut être des alliés au changement, que nous, on peut, comme je le disais, travailler sur nos biais, développer des comportements inclusifs avec nos collègues dans nos milieux de travail, puis on peut devenir aussi des leaders inclusifs, donc qui s'adressent peut-être aux gens qui sont plus en poste de décision. Puis, alors, on a un exemple ici de Fadi Daguerre, un personnage connu. Hein? Hier, je l'ai vu encore à la télévision. Là, il y a une émission qui va démarrer. On a eu l'occasion de documenter un peu ce qui a été fait à la police de Longueuil. Puis, ce qui est fascinant de ça, c'est la façon dont cette personne-là fait des changements concrets. Puis tu sais, je transforme la culture. On peut être pour ou contre. On peut trouver ça difficile de prendre ça de front comme ça. Mais c'est ça un leader inclusif ou une leader inclusive. C'est quelqu'un qui va transformer ses pratiques, qui ne va pas juste dire « Ah, ben tout va bien, puis je suis à l'écoute des gens, puis tu sais, c'est bien ça et tout ça. » Mais il faut poser des gestes concrets. En tout cas, c'est ce que nous dit la littérature, c'est vraiment la distinction. Donc, ça en est un exemple. Puis, il y en a d'autres, on va entendre parler de Cogeco tout à l'heure. Donc, il y en a des personnes comme ça qui passent à l'action. Puis, c'est ce qui fait partie d'une organisation inclusive. Alors, je vais passer à l'organisation inclusive un petit peu. Alors, je ne voulais pas que ça ait l'air trop théorique. Je ne pourrais pas passer à travers tout ça. Je n'ai pas mis toutes les références non plus scientifiques parce qu'il y en a beaucoup. Je ne voulais pas vous assommer avec ça, mais c'est issu d'un cours là, que j'ai développé puis que, comme je disais, que je co-anime avec les étudiants et étudiantes de la maîtrise. On co-construit ensemble la connaissance parce que c'est encore assez récent comme domaine, comme champ là, d'études. Donc, on a essayé moi, j'ai essayé un peu de regrouper ça dans ces 3-4 ensembles-là. Donc, dans le milieu, on voit, hein, il y a les expériences individuelles d'inclusion, d'exclusion des personnes. Ça, j'en ai parlé. Puis, comme je le mentionnais tout à l'heure, ces personnes-là vont vivre dans des milieux organisationnels où il doit y avoir un certain nombre de pratiques. Puis, ça ne peut pas se faire en vase clos. Hein. Tout à l'heure, je parlais, oui, il y a des parties prenantes à l'intérieur de l'organisation, bien évidemment, mais il y a beaucoup de pratiques inclusives qu'on doit mettre en place avec les parties prenantes de notre écosystème. Parce qu'on ne peut pas être juste dans des organisations. C'est ce que les recherches nous montrent. Puis un des très bons exemples qu'on a actuellement dans le cadre d'un projet que nous menons avec la CCQ là, sur la construction, c'est ça. Donc, si on veut travailler sur les conditions de travail des groupes historiquement marginalisés, particulièrement les femmes, il faut voir avec les syndicats. Si on veut créer un plus grand bassin de personnes aptes à aller sur les chantiers, formées, prêtes et prêts, il faut travailler avec les établissements d'enseignement. Même chose au niveau du cadre légal. Donc, les gouvernements ont un rôle à jouer dans les octrois d'appels d'offres et tout ça pour changer les choses. Les villes aussi, qui sont des gros donneurs d'ouvrages, doivent aussi changer leurs pratiques à ce niveau-là, les adapter. Donc, encore là, je ne veux pas complexifier, mais c'est systémique un petit peu aussi, ce processus-là. Donc, puis aussi, ce qui est très important dans ce schéma-là, on le voit, il faut travailler avec les organismes aussi dédiés aux groupes historiquement et socialement marginalisés. Si j'ai un autre élément que je souhaite partager avec vous, c'est ça. Il faut travailler avec les groupes. On peut pas dire. Puis ça nous demande puis on rentre dans qui fait partie des groupes, puis comment on peut identifier ces personnes-là. Là, on ne rentrera pas là-dedans aujourd'hui, tout ce qui est auto-identification, tout ça dans nos organisations. Mais il y a beaucoup de groupes et d'expertises déjà qui existent. Ce n'est pas nouveau de travailler sur les personnes en situation de handicap. Ce n'est pas nouveau de travailler sur le genre, sur la diversité sexuelle aussi de genre. Il y a des organismes qui existent qui peuvent nous aider à faire des choses. Ils ont déjà des outils de sensibilisation. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment important de travailler avec ces parties prenantes-là.
Et je conclurai avec les pratiques organisationnelles inclusives. Donc, à l'intérieur, le message de ce schéma-là aussi, c'est qu'il faut travailler sur tous les aspects de l'organisation. On entend beaucoup actuellement sur l'EDI, je vais travailler mes processus de recrutement. Oui, c'est important, mais ce n'est pas suffisant. On ne peut pas que travailler sur le recrutement parce que ce qu'on voit quand on parle aux gens sur le terrain, c'est que oui, je suis arrivée, mais je ne reste pas parce que je ne suis pas bien intégrée. On entend ça des fois. Donc, les gens recrutent, puis à quelques années après, le taux de rétention est assez faible parce que je ne me suis pas sentie inclus ou incluse dans mon organisation. Donc, oui, c'est important, l'information, mais il faut regarder aussi le processus de rétention, puis comment la personne va bien cheminer dans l'organisation tout au long de sa carrière. Donc, il faut regarder nos processus de travail. Donc, est-ce qu'ils sont exempts de discrimination? On l'a vu tantôt, est-ce qu'il y a des petites barrières là-dedans? Nos critères de performance aussi. Et là, je ne peux pas rentrer, j'aurais plein d'exemples à vous donner là-dessus, mais je vous donnerai deux références tout à l'heure. Mais est-ce que nos critères de performance dans l'organisation, c'est encore juste les heures travaillées ou l'argent qu'on rentre dans l'organisation? Est-ce qu'on valorise ça? Donc, est-ce qu'on est en train d'exclure? Je ne dis pas que ce n'est pas important, là, mais est-ce qu'on pourrait avoir d'autres indicateurs aussi pour apprécier le travail de nos gens, le travail en équipe notamment? Les conditions de travail, hein, l'inclusion, il faut que les gens aient l'impression qu'il y a un sentiment de justice puis qu'il y a une équité dans les conditions de travail. Si j'ai l'impression, on entend ça des fois, hein, mon collègue gagne plus cher que moi puis il fait le même travail, mais comment ça? Donc, puis lui, il a eu une prime puis moi, j'en ai pas, comment ça? Donc puis j'entendais encore ça cette semaine, il y a quelqu'un qui dit, là, je me suis rendu compte que je pouvais demander plus, ou est-ce qu'on peut offrir plus aussi, ou en tout cas des salaires équitables à nos employés. Toute la question de la vie personnelle, professionnelle, je pense que c'est assez clair qu'il faut travailler à ce niveau-là. Je l'ai fait ressortir aussi tout ce qui est politique et mesures et harcèlement et violence sexuelle. Ça, des fois, on n'ose pas en parler. Hein? Ben non, il n'y en a pas chez nous, mais oui, il y en a dans tous les milieux. Puis, c'est quelque chose qu'on doit aborder et traiter. Puis, pas juste d'avoir une politique. Souvent, les gens n'osent pas dénoncer. Il faut avoir des processus aussi d'essayer d'atténuer ces choses-là dans nos organisations. Toute la question du climat et de culture inclusive, donc toute la relation des personnes ensemble, avec les collègues, là, c'est tellement important. On parle de micro-agressions. Ça a l'air de rien. Là. Les gens disent des micro-agressions, c'est pas grave, une petite blague sexiste, un petit commentaire déplacé, c'est pas grave, mais à la longue, là, les gens, ça les... Il y a quelqu'un qui me disait l'autre jour dans une conférence que j'ai faite, une personne d'un groupe me disait, c'est comme une petite mouche qui nous tourne autour de la tête, une micro-agression. À un moment donné, là, ça devient fatigant. Puis, ça peut faire en sorte que si je n'ai pas des bonnes conditions de travail, j'ai un sentiment d'inéquité, je suis victime de micro-agression, puis tout ça, là, ça s'accumule, puis des fois, c'est invisible, mais ça va avoir un impact sur le parcours des gens. L'importance d'avoir des mesures individuelles, on a parlé de mentorat, donc soutenir les gens. Puis c'est là que des fois, on peut faire, hein, les gens me disent, ben non, tout le monde a les mêmes mesures. Ben non, des fois, il peut y avoir des mesures spécifiques pour des groupes. C'est normal de le faire parce que ça fait partie de nos transformations qu'on doit faire. Puis il faut donner des fois des choses différentes pour que des fois, il y a des rattrapages à faire tout simplement au niveau de la représentativité. Et évidemment, là, regarder, et c'est une source aussi beaucoup d'études, est-ce que les gens progressent dans des postes de décision? Hein? Des fois, on a beaucoup de gens encore qui sont dans l'organisation, mais dans le bas de l'échelle ou dans des conditions moins intéressantes. Donc, ça vous donne un peu une idée. Comme je vous dis, il y a beaucoup d'exemples derrière ça. Puis l'engagement, le leadership. Puis on a parlé beaucoup des politiques, des plans. Ça prend ça. Je pense que ça prend un engagement. Ce n'est pas suffisant, mais il faut que l'organisation en fasse un dossier comme un autre dans l'organisation. Moi, à l'Université Laval, en tout cas, j'essaie de leur dire, vous avez des plans stratégiques sur le développement durable, puis des plans ci, puis des plans ça. Mais ça prend aussi des orientations avec des actions. Parce que sinon, on pense que les gens vont faire ça de bon vouloir. Tout le monde est pour ça, le DI, puis tout le monde va le faire, puis sinon, le fun, belle cause. Mais non, ça fait du travail, puis ça fait souvent une surcharge de travail pour les groupes aussi, parce qu'on les sursollicite. Donc, il faut reconnaître ça dans nos organisations, puis que ça soit intégré. Là, je ne sais pas si je suis en retard ou si j'ai... Oui, Sophie, il y a beaucoup de contenu, mais je te dirais, mettons, 2-3 minutes. Parfait. Alors, je conclue sur ce schéma-là. Donc, j'aimerais pas vous laisser là, sans deux exemples. Donc,
moi, ce que je vous parle, là, on ne parlait même pas d'EDI à ce moment-là, mais on a découvert beaucoup de bonnes pratiques dans un des livres, un gros projet de recherche que j'ai fait avec plusieurs collègues sur les femmes. Peut-être que certaines d'entre vous connaissez ce livre, les femmes dans des professions traditionnellement masculines. On est allé dans plein de secteurs variés sur le terrain pour essayer de décoder les bonnes pratiques d'organisation qui avaient fait de la place aux femmes. Et aussi, on a découvert que ça faisait de la place aux autres groupes quand on changeait ces pratiques-là. Donc, si vous voulez avoir des exemples un petit peu plus concrets, ces femmes, mais en tout cas, ça a beaucoup inspiré, puis ça a bien connecté avec la littérature sur l'inclusion aussi, ce qui est proposé là-dedans. Puis, on a travaillé beaucoup aussi, Bibiana est là et d'autres collègues, sur le plan en EDI de l'Université Laval. Si vous voulez voir un peu c'est quoi des exemples d'actions en EDI dans cette perspective-là que j'ai présentée? C'est quoi des enjeux? C'est en ligne, donc vous pouvez aller voir si ça vous intéresse, ça peut vous inspirer. Finalement, je terminerai avec la formation en EDI. Donc, comme on en a parlé, on a une nouvelle maîtrise. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais on a un site web là-dessus. Puis, on va avoir Bibiana, peut-être rapidement, tu pourras nous donner la date. Là, il y aura une rencontre de diffusion, d'explication, d'information sur cette maîtrise-là. On travaille beaucoup aussi sur tout ce qui est méthodologie d'intervention et projet en EDI. Donc, oui, on a un cours, mais on a aussi développé des formations d'une journée là-dessus, on part d'où quand on veut faire un plan ou une démarche en EDI. C'est beaucoup inspiré de la gestion de projet, gestion du changement. On a un parcours, j'en ai parlé, donc de formation en organisation en EDI, puis en entrepreneuriat aussi EDI. Et je vais laisser la parole sur le mentorat en EDI à mes deux collègues pour conclure sur ça. Merci à tout le monde, puis on prendra les questions tout à l'heure. Merci, Sophie. Donc, on ne prendra pas énormément de temps. On va juste vous présenter un peu qu'est-ce qu'on fait dans le cadre de notre maîtrise en lien avec le programme pilote. Je tiens à dire, c'est un programme pilote de mentorat. L'idée derrière ça, comme Sophie l'a mentionné, c'est qu'on a bâti une maîtrise qui est multidisciplinaire. On voulait s'assurer que les personnes qui font cette maîtrise-là puissent avoir différentes perspectives. Et aussi, un volet très important que Sophie a mentionné, c'est de travailler avec les organismes, par exemple communautaires, qui ont ces expertises-là. Donc, c'est aller les chercher. Et aussi, dans le volet de cette maîtrise-là, on veut que les étudiants, les étudiantes puissent vivre une expérience. Donc, ils vont aller dans des milieux où on a une clientèle plus marginalisée, ils vont devoir mettre un projet en marche pour leur projet final de maîtrise, mais on s'est dit, quoi de plus? Et on s'est dit, un programme de mentorat en EDI, c'est important. Et ce pilote est vraiment dans une optique d'outiller nos étudiants, nos étudiantes dans le développement de leurs apprentissages, mais aussi le développement de leur expertise. Donc, c'est dans cette optique-là qu'on a bâti ce premier module, je dirais, parce que du mentorat en EDI, il y a plusieurs manières qu'on pourrait le voir, mais ici, je vais laisser ma collègue Martine, qui est aussi comme une de nos étudiantes à la maîtrise et qui a certainement cette expertise-là en mentorat. Et on a décidé de l'impliquer pour qu'elle puisse nous faire part de ses expertises. Oui, merci beaucoup, Bibiana. En fait, c'est ça, quand Bibiana explique que j'ai une expertise, donc je suis une ancienne collègue là, de Roxane. Donc, j'ai travaillé effectivement au réseau Mentorat quelque temps en coordination. Donc, c'est moi qui étais responsable de la région de Laval. Alors, c'est de là où vient mon expertise, mais sinon, oui, je suis à la maîtrise en EDI. Donc, j'ai débuté l'an dernier. Et je suis également consultante en EDI à mon compte. Alors, voilà, donc, pour travailler avec l'équipe de l'Université Laval, ce qui est intéressant, c'est qu'on est allé, là, on est en train de faire une étape de sondage. Donc, on est en train de regarder au niveau des étudiants, c'est quoi les vrais besoins. Parce qu'on voulait évidemment présenter le mentorat, des gens qui ne connaissent pas du tout cette façon de faire-là. Donc, on a commencé par faire ça. Et sur les personnes, là, parce que le sondage est en cours à l'heure actuelle, ce n'est pas terminé. Donc, on est déjà à 88 % de gens qui ont vraiment de l'intérêt pour le mentorat. Et on veut également leur proposer 2 options pour l'instant, donc soit le mentorat individuel ou éventuellement peut-être un mentorat de groupe.
Et encore une fois, on a eu des réponses là, qui nous disent que les gens sont en majorité plus intéressés par le mentorat individuel. Maintenant, il y a des gens qui voudraient les deux, donc on regardera ça éventuellement. On a eu ces commentaires-là. Ce qui s'en vient pour notre projet, donc comme Viviana le dit, c'est notre projet pilote. Donc, à l'heure actuelle, donc jusqu'en décembre, on est à former, à créer la formation, en fait, et l'information qu'on va offrir aux mentorés, donc aux étudiants et étudiantes qui seront mentorés, mais également éventuellement pour les mentors, ceux qui donneront l'accompagnement à ces étudiants-là. On recrute aussi, donc on commencerait bientôt le recrutement pour les gens qui aimeraient accompagner nos étudiants à la maîtrise, tant ceux de la première année que ceux de la deuxième année, donc ceux qui viennent de débuter. Et également, à partir du mois de janvier, c'est là où on déploie le programme. Donc, les formations, les jumelages vont commencer à partir du mois de janvier. Alors voilà, c'est pas mal tout ce qu'il y avait à dire sur ce beau programme-là. Merci, Martine. Puis, je voulais juste conclure sur l'ouvrage que je vous ai présenté tout à l'heure. Il est en accès libre, donc aux presses de l'Université Laval. Vous pouvez aller le télécharger gratuitement. Puis, celui-là aussi s'en vient, parution une semaine ou deux, 3. Alors, vous pouvez même aller vous inscrire si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les biens conscients. Celui-là aussi est en accès libre. Donc, merci. Mais merci beaucoup, premièrement, à Bibiana Pulido et Martine Lafrance qui nous ont présenté le programme de mentorat en Eddy. C'est super intéressant. Nous on est dans le mentorat donc au quotidien, donc c'est super intéressant d'avoir des collègues qui viennent parler de ça. Et merci à Sophie aussi pour tes explications extrêmement claires. Puis là, on voit comment il aurait pu avoir encore plus de contenu. On aurait pu en faire des journées entières. Mais moi, ce que j'ai retenu, en fait, c'est que ça concerne tout le monde, les organisations inclusives, hein, tous les rôles dans l'organisation, mais aussi à l'extérieur de l'organisation, que c'est un écosystème. Il faut vraiment qu'on travaille ensemble pour que puisse changer la culture et que c'est vraiment important pour la suite des choses. Donc, maintenant, Sophie, on a parlé de tout ça, mais là, je pense que les participants comprennent mieux c'est quoi l'organisation inclusive, la culture, et tout ça relié, mais moi, j'ai le goût d'entendre Elisabeth, qui va nous parler maintenant de diversité et d'inclusion au quotidien chez Cogeco, puis nous inspirer à implanter, je pense, des actions concrètes parce que chez Cogeco, vous faites ça depuis très longtemps. Hein? Ça fait partie de vos valeurs, puis vous travaillez d'ailleurs avec l'Université Laval régulièrement. Alors, Elisabeth, voilà, je te cède la parole. Merci beaucoup, Roxane. Donc, oui, effectivement, la diversité et l'inclusion font vraiment partie de l'ADN de Cogeco et ce, depuis sa fondation il y a déjà 65 ans. C'est vraiment une culture qui est très ancrée dans le respect qui nous a été inculqué par le fondateur depuis les tout débuts et qui, je dirais, perdure dans le temps. Puis, c'est d'ailleurs la raison pourquoi on était très heureux de devenir partenaire de l'Université de Laval parce que ça cadrait vraiment avec nos valeurs organisationnelles. Alors, je vais prendre à peu près les 15 prochaines minutes pour vous parler un peu de comment la diversité et l'inclusion se traduit chez Cogeco. Donc, ne sachant pas à quel point vous êtes familier ou pas avec notre organisation, permettez-moi de prendre un petit 2 minutes juste pour vous présenter qui est Cogeco. Donc, nous sommes un leader nord-américain des secteurs des télécommunications et des médias. On est le 2e câbleau distributeur en importance au Canada et le 8e aux États-Unis. On a des activités au Québec et en Ontario au Canada sous la marque Cogeco Connexion et on opère également aux États-Unis dans 12 États américains sous la marque de BreezeLine. On parle d'environ 1,6 million de clients résidentiels et commerciaux et nous offrons des services d'Internet, de vidéo et de téléphonie. Et on a aussi une filiale dans le secteur de la radio, notre filiale Cogeco Média, qui, elle, exploite 21 stations de radio ainsi qu'une agence de nouvelles, dont, en termes des stations, le 98.5. On est très, très fiers. La station la plus écoutée au Canada. On espère que vous l'écoutez tous religieusement également. On parle d'environ 4 400 employés, dont approximativement 1 700 sont localisés au Québec. Et on parle d'un chiffre d'affaires de 2,6 milliards de dollars. Ça, c'est le chiffre d'affaires en date de 2021. On est en train de finaliser nos résultats pour 2022. Et juste pour vous donner une idée de la croissance de Cogeco, lorsqu'on a fait notre entrée en bourse en 1985, on parlait de 20 millions de dollars de chiffre d'affaires et aujourd'hui, nous sommes à 2,6 milliards. Donc, une très belle histoire de croissance. Elisabeth, je me permets de prendre le temps de te dire que je pense que la présentation n'avance pas.
Ah, Oui, non, mais je t'ai rendu ici. Ah, bon, ben, nous, on est resté sur la première diapo. Donc, peut-être refaire le partage va nous aider. Oui. Je vais faire ça tout de suite. Pardon, c'est les joies de la technologie? Oui, absolument. Ah, voilà. Et là, est-ce que ça l'avance? Oui, absolument. Merci beaucoup. Parfait. Donc, ça vous donnait, c'était donc la diapositive qui vous présentait Cogeco. Et également, juste vous mentionner, on est très, très fiers. Ça fait 3 années consécutives qu'on est nommé sur le Global 100, qui est les 100 sociétés les plus durables au monde. Donc, une belle fierté que nous avons chez Cogeco. Alors, pourquoi c'est important la diversité et l'inclusion chez Cogeco? Comme je vous l'ai mentionné, ça fait vraiment partie intégrante de nos valeurs d'entreprise. Vous le voyez ici, nos 5 valeurs d'entreprise, le respect en est une extrêmement importante, où ce qu'on veut vraiment favoriser un milieu de travail respectueux, où l'intégrité, la confiance et l'inclusion sont vraiment la norme, que ce soit vraiment business as usual. Nous reconnaissons aussi tous les autres avantages d'avoir un environnement de travail très diversifié et inclusif, notamment le fait que ça l'entraîne un environnement qui soit collaboratif et stimulant. Puis pour nous, le travail d'équipe est une autre de nos valeurs d'entreprise. Également, d'avoir une culture hautement inclusive va favoriser l'innovation, le développement de nouvelles idées, qui, encore là, l'innovation est une autre de nos valeurs d'entreprise. Et nous avons aussi toujours cru très fermement que des employés hautement mobilisés et engagés, opérant dans une culture très inclusive, vont offrir également le meilleur service à nos clients. Des employés heureux, c'est des clients heureux. Et donc, ça vient encore là toucher l'engagement vers le client et aussi l'engagement au niveau de nos communautés. Fait que comme vous pouvez voir, pour nous, c'était vraiment, permettez-moi l'expression, un no-brainer, parce que c'est dans notre façon d'être et notre façon d'opérer notre organisation. Pour nous, ça fait partie de la base. On a voulu, je vous dirais, pour favoriser et élever encore plus cette culture de diversité et inclusion, on a décidé de mettre l'avant un peu nos 6 leviers de notre engagement en matière de diversité et d'inclusion. C'est quelque chose que nous avons également communiqué à l'interne à nos employés pour bien faire comprendre c'est quoi notre vision d'un environnement très diversifié et inclusif. On l'a aussi mis publiquement sur notre site Web. Et donc, tout d'abord, si je passe rapidement, écouter. Pour moi, écouter est la base. Le dialogue, pour moi, c'est très fondamental à tout programme de diversité et inclusion. C'est vraiment de favoriser un dialogue ouvert par l'entremise de forums d'écoute, où ce que tout le monde se sent très à l'aise de communiquer leur expérience, leur perspective et connaître celle des autres également. Fait que écouter était assez fondamental. Le deuxième levier de notre engagement, c'est vraiment le partage. Et c'est vraiment, ça fait référence à notre engagement de travailler avec d'autres organisations pour aller voir justement, pour s'aider mutuellement et voir quelles sont les autres pratiques que d'autres organisations ont implantées pour nous aider à évoluer, nous aussi, notre propre stratégie et nos pratiques en diversité et inclusion. On fait aussi beaucoup de benchmarking pour voir un peu ce qui se fait ailleurs également. Le troisième, former, encore là, pour moi, il est assez fondamental. La formation et l'éducation, vous ne pouvez pas avoir vraiment une stratégie en diversité et inclusion si vous ne faites pas de la formation et de la sensibilisation à l'interne. Ça permet vraiment de sensibiliser les gens, par exemple, aux notions de préjugés inconscients, d'établir aussi un langage commun quand on parle de diversité et inclusion au sein de l'organisation. Fait qu'on a plusieurs initiatives qu'on a mises sur pied qui sont centrées autour de la formation et de la sensibilisation. Le quatrième levier, agir, et Sophie l'a mentionné à plusieurs reprises durant sa présentation, c'est important, là, il faut pas que ça soit juste des plans et des rêves, là, il faut les mettre en action. Fait qu'en termes de certaines des actions qu'on a prises, si vous voulez, on a mis sur pied, par exemple, un comité sur la diversité et l'inclusion qui est comme un peu notre outil de gouvernance pour suivre nos progrès. Je vais vous en parler dans une petite minute plus en détail. Et on a aussi décidé qu'on avait besoin d'avoir quelqu'un en permanence, une experte en diversité et inclusion pour nous aider justement à faire évoluer notre stratégie diversité et inclusion, mettre sur pied les initiatives, suivre les progrès. Fait que nous avons engagé quelqu'un à temps plein, une directrice diversité, inclusion et appartenance qui a commencé avec nous il y a environ 1 an à peu près.
Ensuite, représenter. Ça fait vraiment référence à la représentation. Donc, c'est vraiment, il s'agit pour nous de veiller à ce que autant nos collègues, nos membres de la haute direction, les membres de notre conseil d'administration, qu'ils soient très représentatifs des communautés où Cogeco opère. Ça, pour nous, c'est également, ça fait partie de la base. Je ne dirais pas qu'on est parfait, loin de là, mais c'est quelque chose que nous mettons beaucoup de focus dessus et qu'on suit de très près. Et le dernier levier fait référence à appuyer. Et c'est par rapport à notre engagement d'augmenter nos investissements philanthropiques en diversité et inclusion. Et le partenariat avec l'Université Laval en est un bon exemple. Donc ça vous résume vraiment un peu comme la vision, comment on l'a traduit chez Cogeco. Ensuite, je vous parlais le comité qu'on a mis sur place. Donc, comment qu'on gère d'un point de vue gouvernance toute notre stratégie, nos plans, nos initiatives en diversité et inclusion. Donc, on a mis sur pied un nouveau conseil sur la diversité et l'inclusion et je vous dirais au début, ce conseil-là était composé essentiellement de la haute direction, d'exécutifs, ce qui n'est pas mauvais en soi parce que c'est très important d'avoir l'appui de la haute direction, le trône at the top, comme on dit, mais on a décidé de le faire évoluer justement pour y intégrer nos groupes ressources employés. Dans le fond, on les appelle nos GRE ou ERGs en anglais. Et un GRE, c'est essentiellement un groupe qui rassemble des employés qui ont soit une identité, des caractéristiques ou des intérêts en commun et que ce groupe-là travaille ensemble pour faire avancer l'organisation en matière de diversité et d'inclusion. Nous avions déjà depuis un certain nombre d'années notre GRE femmes. Et on a décidé d'en lancer 3 autres, donc celui sur la race et l'ethnicité, habileté et LGBTQ2S+, qui sont plus récents. Et chacun de ces GRE a un sponsor exécutif. Encore là, on trouvait important d'y associer un sponsor exécutif. Puis ils ont leur propre comité et sont soutenus par un groupe de bénévoles également. Donc, c'est un peu la structure de gouvernance qu'on a mis sur pied. Elle va peut-être être sujet à évoluer dans le temps, mais pour l'instant, c'est ce qui nous faisait le plus de sens et ça fonctionne bien. Je voulais vous parler justement peut-être un peu plus en détail sur un de nos GRE, le GRE Femmes. Donc, c'est celui qui existe depuis un certain temps chez Cogeco. J'ai personnellement eu le privilège de co-leader ce GRE pendant une période de 4 ans avec une collègue. Puis, dès le début, il nous a semblé important de définir une mission et une vision, à savoir qu'est-ce qu'on voulait accomplir avec le réseau des femmes Cogeco. Et on voulait aussi se définir quels seraient nos champs d'action ou notre focus, où allait-on le mettre, qu'est-ce qui serait important pour justement soutenir les femmes très talentueuses que nous avons chez Cogeco. Et donc, on a défini 4 piliers. Donc, le développement professionnel, le réseau professionnel et soutien, la visibilité externe, trouver des opportunités de mettre de l'avant justement nos femmes très talentueuses et l'appui en général de la diversité des genres. Et chacun de ces piliers-là, on a assigné, il y a des co-leads et elles s'occupent dans le fond de développer les initiatives sous-jacentes. Donc, c'est un peu comment on a bâti tout ça. Puis, une des programmes dont je suis extrêmement fière qui a été développé par le réseau des femmes Cogeco est notre programme de mentorat. Puis ça s'alignait avec notre pilier numéro 2, le réseau professionnel et soutien, parce qu'on a identifié assez rapidement que justement le mentorat était un outil très important pour faire avancer les femmes dans l'organisation. Et donc, il a été lancé en 2019. Il en est rendu maintenant à sa 4e cohorte et il y a eu des centaines de participantes depuis. On en est très, très contents. Puis on voit chaque année que le nombre de femmes qui appliquent pour notre programme de mentorat augmente. Puis, on l'a fait très simple. On ne voulait pas faire quelque chose de très compliqué avec une grosse structure. On s'est dit, si on va vers ce chemin-là, ça va être très compliqué à lancer. Fait qu'on a dit, faisons-le dans sa forme la plus simpliste. Fait qu'on s'est dit, bon, on va aller chercher un outil. Premièrement, pour faire le jumelage des mentors et des mentorés. Première année, on n'avait pas d'outils, on l'avait fait manuellement, ce qui avait été quand même un assez gros défi. Mais avec une plateforme, ça permet aux mentors et aux mentorés de rentrer leur profil, dans le fond, et la plateforme fait le jumelage selon ce qui fait le plus de sens, dépendamment des profils qui ont été rentrés.
Et le programme, à chaque année, il dure sur une période de 6 mois. Et ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un minimum de 4 rencontres entre le mentor et la mentorée, durée d'une heure minimum. Mais je vous dirais que d'expérience, là, c'est beaucoup plus que 4 rencontres souvent qui sont tenues, mais on demandait à ce qu'il y ait ce minimum-là. Et c'est vraiment la mentorée qui est responsable de gérer la relation de mentorat, de vraiment établir, voici de quoi j'aimerais parler avec mon mentor. C'est elle qui doit céduler les rencontres parce qu'on veut que la personne soit quand même responsabilisée à ce niveau-là. Et donc, comme je vous dis, c'est un programme qui marche très, très bien. On espère que les autres GRE peut-être vont développer quelque chose de similaire, vont s'inspirer de ce qui a été fait par le réseau des femmes Cogeco. Et ce qu'on voit, c'est que bien que le programme a un début et une fin, comme je vous dis, une période de 6 mois, les relations perdurent bien au-delà de cette relation. Moi-même, j'ai été un mentor pendant les 4 cohortes et je parle encore à ma mentorée de la cohorte numéro 1 et de la cohorte numéro 2 et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment... ça dure, puis ça crée vraiment un réseau, justement, pour les participantes. Ensuite, en termes d'initiatives clés, il y en a plusieurs qu'on aurait pu vous mettre parce qu'il y a plusieurs éléments qui ont été mis sur pied, particulièrement depuis qu'on a une personne qui est responsable à temps plein de tout ce qui est diversité et inclusion. Vous en retrouvez quelques-unes ici sur la diapositive. Donc, on a déployé des initiatives par rapport à tout ce qui concerne l'acquisition de talents. Pour s'assurer justement d'avoir une meilleure représentativité lors de nos processus d'embauche, s'assurer qu'ils sont bien dépourvus de préjugés inconscients. On a revu les questions d'entrevue, on a revu les critères de recrutement aussi à tous les échelons hiérarchiques. Donc, il y a beaucoup de travail qui a été fait au niveau de tout ce qui concerne le processus d'acquisition de talent. Ensuite, au niveau de formation et sensibilisation, comme je vous disais, très, très important pour nous. Pour moi, c'est absolument essentiel de vraiment saisir toutes les opportunités possibles pour parler de diversité et inclusion et vraiment former tous nos employés là-dessus. Une initiative qui est très populaire, c'est ce qu'on appelle nos Lunch and Learn sur la diversité et l'inclusion. Donc, sur l'heure du dîner, c'est une présentation d'1 heure qui présente un peu, comme Sophie a fait, les thématiques de base en diversité et inclusion, puis comment ça s'applique chez Cogeco. On a plus de 400 participants à ce jour, puis ça continue là, de semaine en semaine. Là, on essaye de faire en sorte qu'il y ait des séances qui soient données régulièrement pour que le plus d'employés possible puissent y participer. On a également intégré beaucoup de contenu diversité et inclusion sur notre plateforme d'apprentissage. Donc, les employés peuvent aller suivre des cours, par exemple, sur LinkedIn Learning. Il y a tout un agenda là, avec les différents contenus en EDI. Ensuite, on est également en train de développer une formation sur le leadership inclusif qui est en cours de développement, qu'on espère pouvoir lancer d'ici quelques mois également. Au niveau politique et processus, on a revu nos politiques, on s'est assuré de revoir aussi les processus, puis il y a beaucoup d'initiatives aussi à l'externe justement pour aller s'outiller en termes d'appui, d'organisations qui ont déjà des outils de développer ou du contenu qu'on peut utiliser pour aider à soutenir notre stratégie de diversité et inclusion. Ici, je vous dirais aussi, un des éléments qui est très important chez Cogeco, c'est d'appuyer, souligner les dates importantes. Puis, ce n'est pas juste une activité PR où ce que Cogeco paraît bien sur les réseaux sociaux parce qu'on appuie ces dates importantes. C'est vraiment une opportunité pour nous, encore là, de formation et de sensibilisation, de reconnaître ces moments importants au cours de l'année. On s'assure d'avoir des activités à l'interne et, comme je vous dis, de faire de la sensibilisation. Par exemple, le mois de l'histoire des Noirs, partager justement des faits historiques, des personnalités marquantes pour vraiment, comme je vous dis, le but premier pour nous, c'est vraiment de faire de la sensibilisation à l'année longue et donc de saisir ces opportunités lorsqu'il y a des dates importantes comme fierté, la Journée internationale contre l'homophobie, ainsi de suite. Donc, on s'assure de ne pas rater ces occasions-là pour continuer à faire de la sensibilisation auprès de nos employés.
Elisabeth, peut-être en 1 minute, serais-tu capable de conclure là, Oui, sur les absolument. éléments clés? Oui, Oui, parfait. absolument. Ici, c'était juste pour vous donner une vision de certains des partenariats externes. Et le point important, je vais terminer là-dessus, c'est qu'en bout de ligne, c'est très important de mesurer le progrès. Hein. Je le dis souvent moi-même dans l'organisation, ce qui se mesure se fait. Fait que c'est très important pour vous de vous établir certains indicateurs de performance pour les éléments clés que vous voulez mesurer pour vous assurer que vos stratégies, vos initiatives donnent vraiment les résultats escomptés. Encore là, j'aurais pu vous en mettre d'autres. C'est certains de ceux qu'on suit et sont communiqués là, à la haute direction. C'est suivi à tous les trimestres. Voici où on en est rendu. Et c'est important aussi d'avoir autant du quantitatif que du qualitatif, parce que souvent, la diversité et l'inclusion, c'est beaucoup plus du qualitatif. Donc, c'est pas mal ça que j'avais à vous communiquer par rapport à ce qu'on fait chez Cogeco. Bien, merci beaucoup. En fait, merci de ta générosité, Elisabeth, parce qu'effectivement, on voit toutes les actions que vous faites au quotidien chez Cogeco, puis on voit aussi les impacts positifs que ça a sur vos équipes de travail, sur la collaboration. C'est vraiment inspirant. J'espère que ça a aidé les personnes qui sont présentes avec nous à avoir différentes idées. On a quelques minutes pour répondre à des questions. Donc, si dans le clavardage, vous avez envie de poser vos questions à nos conférencières, vous êtes la bienvenue. D'ailleurs, on en avait déjà une tantôt qui est ressortie. Donc, il y a quelqu'un qui nous a dit en parlant d'engagement, qu'en est-il de la loi d'accès à l'égalité en emploi au Québec? Je ne sais pas si Sophie, peut-être, tu pourrais répondre à ce sujet-là. Oui, bien, la loi, elle existe toujours, hein, puis elle s'inscrit dans des démarches de DI qui sont faites dans les organisations. Puis on parlait aussi au niveau du recrutement et tout ça. Donc, la loi est là, la loi est appliquée, puis c'est quelque chose de très facilitant, là, parce que c'est un programme d'accès à l'égalité dans les organisations. Puis il y a plusieurs organisations qui doivent s'y conformer, là. Les organisations notamment du secteur public. Nous, les universités, on en a un aussi. Donc ça c'est toujours là. La seule chose que je dirais là-dessus, c'est que ce qu'on se rend compte avec le temps, c'est que ce n'est pas suffisant. Parce que si c'est le programme d'accès à l'égalité avait permis de régler tout avec la Commission des droits de la personne et tout ça la Commission fait des suivis très rigoureux de l'application de la loi dans les organisations, on ne parlerait pas de DI aujourd'hui. Donc, on se rend compte que la loi, c'est un très bon outil pour faire de l'EDI, mais ce n'est pas suffisant. Il faut travailler sur la culture, il faut travailler sur les personnes, il faut travailler sur nos autres mécanismes aussi par rapport à ça. Donc, ce serait mon commentaire. Là. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Merci beaucoup, Sophie. Puis, en fait, moi, j'aurais peut-être une question pour Elisabeth. Donc, vous avez mis en place plein de choses chez Cogeco. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter peut-être quand on commence à se lancer dans l'organisation inclusive, là, parce qu'on voit que ça peut aller dans plusieurs directions. Donc, as-tu peut-être un conseil ou des éléments à éviter? Oui, bien, mon conseil le plus important, là, c'est n'essayez pas d'introduire un programme ou une stratégie de diversité et inclusion sans avoir l'appui de la haute direction. Ça ne marchera pas. Ça vous prend vraiment ce tone at the top, comme je dis. Parce que si c'est pas, puis en plus, si ce n'est pas relié à vos valeurs d'entreprise, là, si ce n'est pas authentique et les employés perçoivent que ce n'est pas fait de façon authentique, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment que ça vienne, là, comme je vous dis, de la base, de vos valeurs d'entreprise et avec l'appui de la haute direction. Pour moi, ce serait le conseil numéro 1. Merci. Je pense qu'effectivement, c'est la base. Tu as bien raison, Elisabeth. Et puis, j'aurais envie, avant de quitter, de vous poser peut-être une dernière question à toutes les deux. Donc, comment vous voyez le futur des organisations par rapport à l'équité, la diversité, l'inclusion? Parce que, bon, chez Cogeco, vous faites beaucoup de choses par rapport à votre futur ou futur des organisations avec qui vous travaillez. Comment vous voyez ça? Puis, du côté de Sophie, là, vous êtes dans les recherches, etc. Vous voyez ça un petit peu évoluer au fil du temps. Fait que, comment tu vois le futur? Donc, peut-être Elisabeth en premier. Oui, bien, dans le fond, moi, j'ose espérer qu'on va se rendre à une étape où on n'aura plus besoin d'avoir ces conversations-là et que ça va tout simplement devenir naturel dans nos façons de faire, nos façons d'être, que ça devienne du business as usual. Je suis tellement d'accord avec ça, Sophie. Je suis certaine que tu l'es aussi. Oui, mais c'est long, hein? Il ne faut pas se décourager. Là. Moi, je travaille sur ces questions-là, ça fait une trentaine d'années. Puis les gens nous disent toujours, vous allez voir, ça va changer avec le temps, ça va changer, vous allez voir, vous allez voir. Finalement, on ne change pas si vite que ça. Donc, c'est long. Il faut être courageux, il faut être patient. C'est essai-erreur.
Moi, ce que j'aimerais dire aussi, là, c'est que le DI, c'est pas toujours beau non plus, c'est pas toujours wow. C'est des fois, on a des difficultés. On parlait tantôt des programmes d'accès à l'égalité. Nous, à l'Université Laval, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a été dans l'actualité parce qu'on voulait faire du recrutement de certains groupes, puis ça a fait toute une histoire. Donc ça, faut gérer ça aussi quand on fait des mesures individuelles ou en tout cas spécifiques pour certains groupes. Ça crée du mécontentement. Donc, puis il faut expliquer, puis c'est pas facile d'inclure tout le monde. Et puis, moi, ça serait ça un peu mon message. Je pense qu'il faut le faire, puis c'est la cause, puis il faut y croire. Moi, c'est ça qui me fait que je me lève le matin. Je ne veux pas encore être missionnaire, mais je me dis, tu sais, comme là, par exemple, on a un programme pour les personnes en situation de handicap, puis je me dis, tu sais, s'il y a des personnes en situation de handicap qui vont être mieux servies au gouvernement par notre programme, moi, là, je me couche le soir, puis je suis contente de ça. Tu sais, je me dis, puis quand les gens me disent, hey, j'ai changé telle chose là, dans mon organisation aujourd'hui, là, ben, je suis contente de ça. Donc, il faut se féliciter de notre action, de nos petits gestes à court terme. Il ne faut pas perdre le fort à long terme. Puis comme je vous dis, il faut être patient, puis il faut accepter qu'on va faire des erreurs, puis il faut se reprendre. Puis il ne faut pas hésiter à demander l'aide des autres aussi, partager ce qu'on fait. Puis je remercie beaucoup Cogeco pour ça, parce que c'est ça, là, c'est pas en gardant ce qu'on fait, c'est en le partageant, puis ça peut inspirer d'autres. Donc, moi, c'est un peu mon message que j'aurais aujourd'hui, là. Donc, lentement, mais sûrement, on va y arriver. Hein? Je pense J'espère. que c'est ça le mot d'ordre. J'aimerais vraiment prendre le temps de vous remercier à toutes les deux pour votre partage, vraiment pour votre générosité aujourd'hui. Je pense que ça a vraiment fait une différence. Justement, on parle de petits pas, mais je pense que justement, on vient d'en faire un avec les gens qui nous écoutaient. J'aimerais aussi remercier Cogeco, qui est notre partenaire présentateur de la conférence. Et merci évidemment au public. Vous allez recevoir les présentations de Sophie et Elisabeth plus tard cette semaine, ainsi que le lien pour la rediffusion. Et aussi, si vous avez envie peut-être d'aller un petit peu plus loin sur le sujet de l'équité, diversité, inclusion, on a une conférence qui s'en vient le 27 octobre prochain à midi, donc un atelier D sur bâtir son premier plan d'action en EDI. Donc, on va vous parler comment bâtir un plan d'action puis comment se mesurer. Donc, c'est un peu la suite concrète de cette conférence. Alors, merci à tous et puis à une prochaine. Merci. Merci, au revoir.